Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Fabingue. Bonjour Pierre, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour. Bon, je te remercie d'être venu parce que c'est avec plaisir. Je sais que tu es à la maison en ce moment avec un nourrisson et on vient d'en parler en off. Tu es fatigué, donc les auditeurs t'excuseront si tu bailles. Je vais avoir des trous de mémoire, je vais raconter 2 fois la même chose, c'est sûr. Mais bon, ça, je suis sûre que ça va bien se passer. Alors Pierre, t'es sorti d'Alfort en 2014, on s'est connus à l'école. Tu te destines à la rurale. D'ailleurs, tu as fait ton cursus universitaire pour ça, à 5 rural, puis internat en rural. Tu prends un premier poste en Mayenne, en rural pur, mais cette première expérience, elle comble pas toutes tes attentes. S'ensuit alors un changement de vie. Tu intègres Veto Adom dans l'idée d'une solution transitoire avant de trouver un autre poste en rural. Et ça fait 8 ans que tu y es, avec des fonctions qui ont beaucoup évolué. Tu t'es associé déjà et tu t'occupes du développement, du déploiement du logiciel de gestion et tu fais pas mal de recrutement. On échange souvent pour Thémavet Job. Tu fais aussi un peu d'urgence à domicile encore. Parallèlement, tu as écrit l'année dernière un livre que j'ai là, tu as vu, j'ai bien travaillé, j'ai vu ça. qui s'appelle « Vous avez appelé le veto » chez Albin Michel et tu es chroniqueur sur FR3 dans l'émission En bonne compagnie avec Sophie Davant. Exactement, c'est un très beau résumé. Eh ben nickel. T'es prêt, on y va ? Et allez, go. Allez, première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Ma sœur. Ma sœur était ASV, j'ai grandi à la ferme d'abord on va dire, donc j'ai grandi avec des animaux en permanence. Donc une famille d'agriculteurs ? Double actif. Mon père était plâtrier et agriculteur et ma mère était femme au foyer mais s'occupait des animaux à la maison. Donc j'ai fait mes premiers accouchements de moutons à 5 ans. Parce que mon père avait des mains qui étaient trop grosses. Donc, c'est moi qui sortais les agneaux. Bien pratique. Voilà, ça a commencé très tôt. Et ma sœur s'est lancée dans une carrière d'ASV quand j'avais 9-10 ans. D'accord. Et du coup, je l'ai accompagnée toute ma jeunesse en stage, toutes mes vacances chez le vétérinaire. Et c'est ces 2 facteurs qui ont fait que j'ai eu envie d'être véto. Parce qu'on m'a appris de l'amour et le respect des animaux à la maison. Et que ma sœur m'a un peu lancé dans le métier. Et donc, tu te voyais plutôt véto rural ? Complètement. Je voulais faire que ça. Je voulais bosser avec des éleveurs. Je voulais bosser avec des pros, quoi. Globalement, c'est ça qui m'intéressait, le côté suivi d'élevage, le côté développement, d'avoir tes éleveurs qui sont là, que tu accompagnes tous les jours, mais qui t'accompagnent aussi au final. Et c'est ça que je voulais faire, vraiment. Et j'ai complètement changé. Oui, on va y venir. Attends, ne va pas trop vite. Je vais pas trop vite, pardon. Donc, tu te donnes les moyens de tes ambitions. Tu arrives à Alfort. Qu'est-ce que tu retiens de tes années étudiantes ? Le Grisby. Oui, à part le Grisby. Non, j'ai eu la chance d'avoir une vie entrepreneuriale à l'école, déjà. Qui m'a aussi lancé dans tout ce que j'ai fait par la suite. J'étais au cercle, je bossais pour Ils aussi. Donc au cercle des étudiants, quoi. Donc je m'occupais de toute la partie partenariat avec des gros budgets à l'époque. C'est-à-dire qu'on rentrait plus de 100 000 euros de partenaires par an. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Ouais, c'est beaucoup plus dur pour eux aujourd'hui, mais à l'époque c'était génial parce que j'échangeais beaucoup avec tous les labos, avec tout ça. Et j'ai mon meilleur pote qui était président du cercle. Donc on gérait un peu cette barque à 2 ou 3 avec le trésorier aussi, qui était Émeric. Et je retiens beaucoup de cette expérience qui un premier pas dans la vie entrepreneuriale. Mais c'est vrai, c'est intéressant de le dire parce que toutes les personnes à mon micro qui ont travaillé entre guillemets pour les cercles vétérinaires le disent que c'est une expérience entrepreneuriale alors que de l'extérieur on a plutôt l'impression que c'est pour s'amuser. Mais beaucoup ont dit que la petite flamme, la petite étincelle, elle vient de là en fait. Complètement en fait, parce que moi c'était un travail quasiment à temps plein.
J'allais pas en cours. Hein. Voilà, je le dis. Hein. Il faut pas dire on coupera. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui nous écoutent. J'allais en TD le matin quand c'était obligatoire, mais je suis jamais allé à un cours. Et je passais la moitié de ma journée, on va dire que c'était un mi-temps. Je passais la moitié de ma journée à gérer l'asso. Ouais, donc c'est beaucoup de temps et d'investissement. Ouais. Et d'un cercle qu'on a eu déficitaire, on l'a monté à plus de 100 000 euros à la fin de l'année. Donc oui, puis tu mets le nez dans les comptes. Dans les comptes, t'as des salariés. On avait un salarié, on avait Jeannot, on avait Jeannot à payer. Alors même s'il prenait une bonne partie au black, faut pas le dire non plus. Les vétos font pas de black. On avait un salarié à payer, donc ouais, c'est une vraie expérience quoi. Il fallait gérer ses absences, il fallait gérer ses arrêts maladie, il fallait gérer tout ça quoi. Donc et puis tu te sens une responsabilité envers les étudiants quand même, parce que tu veux leur organiser des soirées, parce que tu veux leur faire des cadeaux, tu veux qu'ils aient des belles conférences, tu veux qu'ils aient tout ça quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est de la gestion de projet. C'est de la gestion de projet complètement. Donc c'est ça qui m'a donné la petite flamme, la petite étincelle effectivement. Ok. Et sur le volet des études, à ce moment-là, tu te destines toujours à la rurale ? Très rapidement. Mon rêve à la base de la base, j'ai rencontré mon meilleur pote par ma sœur, donc dans une clinique veto. Donc Charlie, Freund, je l'ai rencontré quand on avait 10 ans du coup, et on s'est toujours dit qu'on rentrerait en Alsace et qu'on monterait une chaîne de cliniques sur l'autoroute A4. Donc on parle de ça, ouais, c'était il y a 15 ans qu'on disait ça. C'est vrai, les deux Alsaciens. Les deux Alsaciens, ouais. Et je suis lorrain à la base, mais faut pas le dire. Le siège de Temavet est à Metz. Est à Metz, ouais. Et du coup, ouais, c'était ma première truc, c'était de faire de la mixte. Et en fait, très rapidement, mais c'était aussi, vu mon cadre d'amis que j'avais, j'ai eu envie de la rurale, au final. Et c'était ça qui m'intéressait vraiment le plus. Et soigner du chien-chien à mes mères, je disais ça à l'époque, c'était pas mon truc. C'était vraiment pas, la gagne, c'était vraiment pas ton truc. C'était vraiment pas mon truc, j'avais envie d'avoir mes bottes, j'avais envie de faire ça, quoi. Et puis ça a changé. Et tu pousses le bouchon jusqu'à l'internat. Exactement. Et pourquoi ce choix ? Il y a plusieurs raisons. On va prendre la première qui va aller le plus vite, c'est des raisons personnelles. T'avais pas envie de quitter l'école ? J'étais bien à l'école, j'avais ma copine à l'école à l'époque aussi. Clémence B, dans l'épisode 10, elle m'a fait la même réponse. Ouais, j'étais bien à l'école. C'était pas vraiment l'ambiance de l'école, c'était mes proches que j'avais là-bas, que je me sentais bien là-bas, donc je me sentais pas le besoin de partir, en tout cas, on va dire ça comme ça. Et une envie d'approfondissement. Parce que j'avais envie d'être plus compétent sur du suivi d'élevage notamment. On avait Gaston à l'époque qui était là et qui offrait qui pour l'instant ne me répond pas parce que je veux l'interviewer, mais il est timide. Non, c'est pas qu'il est timide, c'est qu'il a un petit enfant qui arrive aussi. Ah bah tu lui dis, ça fait longtemps que je lui ai demandé, voilà. Ça fait bien longtemps. Ouais, tu donc, lui demanderas. Je lui demanderai, je le vois très rapidement, très prochainement. Donc non, et on avait Gaston à l'école. Et j'avais un mentor, en fait, pour m'accompagner dans cette formation. Et c'est lui qui m'a donné envie de rester, surtout. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de rester et d'approfondir un peu pour arriver avec... le suivi d'élevage s'est développé dans certaines régions actuellement. Il y a plein de régions. Enfin, ça a bougé, ça fait 10 ans, hein, donc ça a probablement bougé depuis. Mais je savais qu'en arrivant avec cette valence de suivi d'élevage que je pouvais acquérir auprès de Gaston, je pourrais aller plus loin et je pourrais avoir des compétences en plus en arrivant en clientèle derrière. Ouais, c'est pour ça que je suis resté. Ok. Donc tu quittes l'école avec cet internat dans tes bagages. Comment tu vas faire cette recherche de premier boulot et qu'est-ce que tu vas trouver ? J'ai trouvé... Alors, la première clinique où je voulais aller bosser, c'était une clinique historique où j'avais bossé. J'avais fait pas mal de profilo. C'est interdit, pendant mes études. Donc, je donnerai pas le nom de la clinique. Oui, en 5e année, avec la carte d'assistant. J'ai commencé en première année. On coupera encore. J'ai fait beaucoup de choses interdites. Hein. Non, on coupe pas, c'est pas ça. Voilà, non, j'ai fait de la profilo quand j'étais étudiant. Voilà, c'est comme ça. On pouvait encore le faire à l'époque. J'en ai fait plein aussi. Voilà, donc on pouvait le faire encore à l'époque. Donc, je suis allé dans une clinique historique dans laquelle je voulais travailler à la base. Donc, en fin d'internat, je suis retourné les voir. Et en fait, pour eux, c'était tellement logique que je vienne bosser chez eux, que j'ai pas eu de contrat, qu'on m'a pas fait de vraie proposition. Ouais, d'accord. On m'a dit, tu commences dans 3 semaines, quoi. À l'ancienne, quoi. Pas de salaire, rien en face. Et ça m'a pas donné envie de rester, du coup. Et ils m'embauchaient pour faire la profilo que je leur faisais avant au Black. Ils m'embauchaient
au prix de la convention collective, globalement. Oui, donc, hors de question. Oui, ce qu'il faut dire aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que la prophylaxie, c'était très bien payé. Et on pouvait gagner 1000, 1500 euros par semaine, quoi, à l'époque. Ouais. Donc, alors que là, j'étais payé 1000, 1500 par mois pour faire le même job que je faisais avant. Donc, j'ai laissé tomber ce premier job qui m'était offert et j'ai cherché par VetoJob. Je crois que c'était tes débuts. Ah bah c'est possible. 2016. Ah bah oui, carrément. C'était 2014. J'ai cherché sur VetoJob et j'ai eu 3 propositions sérieuses que j'envisageais, une dans le Charolais. Et tu cherchais de la mixte ou de la rurale pure hein. Non, je cherchais de la rurale pure. Rurale pure. C'est quand même une particularité. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, des gars de la canine en gare, d'une demi-journée de canine, ça me dérangeait pas. J'étais pas fermé à la canine du tout. J'avais bossé en tant qu'ASV aussi à l'école à Vincennes. Qui était une gare qui était plutôt chargée en général. Ouais. Donc je m'étais formé en canine là-bas, comme j'avais un bagage de canine. Et j'avais fait pas mal de stages et tout ça. Donc je me sentais de gérer de l'urgence canine, mais faire de la médecine interne canine, enfin de la canine plus poussée, ça m'intéressait pas à l'époque. Et du coup, j'ai cherché ces jobs plutôt en rural pur et on m'a offert 3 jobs qui m'intéressaient vraiment. Un en Normandie, un en Mayenne et un dans le Charolais. Alors moi, je me destinais plus à du laitier, suivi d'élevage, tout ça. Les césariennes, c'était pas trop mon truc, c'était pas trop ce que j'aimais. Donc plutôt, on remonte au nord. On remonte au nord, entre les deux. Et ce qui m'a décidé entre les 2 jobs, c'est ma rupture avec mon ex. Ah, c'est vrai ? Ouais, bien sûr. Et en Mayenne, on était beaucoup. Il y avait Clémence. Bah oui. Il y avait Charlie, qui est mon meilleur pote. Clémence B, l'épisode 10, ceux qui sont intéressés par la rurale pure. Ouais. Il y avait Sophie, Rouen, qui était dans le coin, donc Julie, Bonnet. Il y avait du monde que je connaissais. Donc en fait, quand on sort d'une rupture, enfin quand on est en pleine rupture, bah, c'est l'idéal. Il y a tous les copains qui sont à la campagne. On va les rejoindre, quoi. Oui, et puis c'est vrai, quand on quitte l'école, on quitte une vie sociale extrêmement riche et ça peut être difficile de se retrouver tout seul. C'est pour ça que le Charolais tout seul, même si je connaissais des vétos à 1 heure ou 2 heures. Ouais, c'était pas pareil. C'était pas pareil, quoi. Donc là, j'avais mon meilleur pote qui était à 20 minutes. Ouais. Et donc tu fais un choix géographique. Je fais un choix géographique à ce moment-là, mais qui est aussi dans ce que je veux faire, parce que c'est une grosse clientèle laitière avec un peu d'allaitant, mais qui a envie de développer le suivi d'élevage. Ok. Suivi d'élevage très peu développé à ce moment-là. Il y a il y avait 6 vétos ruraux, une toute petite canine. Et sur les 6, il y en a un qui commençait un peu le suivi. Ils avaient quelques élevages en suivi. Et donc moi, j'arrive avec mon internat rural dans les pattes, je sais faire du suivi largement. Et en fait, je viens chez eux pour développer du suivi. Mais, parce qu'il y a un mais, en 2016, crise laitière. Ouais. Il n'y a aucun éleveur qui est prêt à payer du suivi à ce moment-là. Donc, et moi, c'était pas que du suivi de repro que je voulais faire, c'était du suivi d'élevage, vraiment. Suivi à Lim, je m'étais formé en Alim, je m'étais formé en parasito. Voilà. Intellectuellement, tu étais très intéressé par cette valence plus zootechnique et complémentaire. Complètement. Ouais. Donc, je venais pour ça. Crise laitière en 2016. On est en plein dedans. On termine l'été, au bout d'1 an de boulot là-bas. Alors, j'ai adoré mon poste, hein. J'ai adoré mes patrons, j'ai adoré tout le monde, j'ai adoré mes éleveurs. J'étais invité au mariage d'éleveurs très rapidement. Je me suis fait une place hyper rapidement sans aucun problème. L'intégration n'a pas du tout été dure. Je suis encore en contact avec certains aujourd'hui. Mais on termine l'été, on avait une consulte pour 6 dans la journée. Le suivi prenait pas vraiment. Je faisais du suivi gratuit. Il y a des éleveurs chez qui je suis allé faire du suivi parasito. Je leur ai mis en place des rotations de pâture, des trucs gratuitement parce que je me faisais chier. Oui, parce que ça t'intéressait de le faire. Et que ça m'intéressait de le faire. Donc mes patrons étaient contents. J'offrais un truc à leurs clients et on a fait des trucs. Mais un peu rapidement, je me suis fait chier, quoi. Et du coup, il y a d'autres éléments déclencheurs. On a eu un suicide d'éleveur dans la clientèle. Oui. Qui me disent ouais, et en plus je suis fils de double actif, mon oncle est éleveur, donc quand je rentre dans l'Est, j'ai le même discours, ça va pas, et je me dis, et on me propose de m'associer à ce moment-là. Aussi, je sentais que ça arrivait, tu vois, je sentais le truc, c'est-à-dire que le jour où j'annonçais ma démission, j'ai dû couper un de mes patrons, je lui ai dit il faut qu'on parle, il me dit ouais, il faut qu'on parle, et en fait il voulait limite m'associer et moi je voulais démissionner. Oui, donc, parce qu'associer des collaborateurs en rural, ça permet d'avoir des jobs pérennes, des personnes qui restent. Quoi. Et on s'entendait super bien, sauf que moi, j'avais envie d'autre chose à ce moment-là, et je me dis, ouais, reste pas ici. Je suis pas du coin quand même à la base, mais j'avais envie de changer d'air. Du coup, tu vois,
d'aller dans une région peut-être un peu... La Mayenne, pour moi, c'était vraiment cool. Hein. J'ai passé un super moment là-bas, mais j'avais envie d'aller dans une autre région, une région d'AOC, d'AOP, où je sentais un peu plus de valeur dans l'agriculture. Parce que t'es à Laval, t'es à côté de Lactalis, t'as les manifs tout le temps, des éleveurs, et tu vois que ça va pas dans cette région. C'est pas une région qui est porteuse à cette époque-là, quoi. Il y a une morosité ambiante, en fait. Une petite morosité, ouais. Et même si, encore une fois, j'ai rencontré des gens incroyables, des éleveurs incroyables, j'avais envie de changer d'air à ce moment-là. Mais par contre, tu pensais encore rural. Encore rural, complètement. Et je me dis, contexte perso, encore kiffé, je me remets avec mon ex. Finalement, le fil conducteur. Finalement, ça joue beaucoup. Hein. Oui, et non, mon arrivée vrai, chez Vétoadome, c'est une ex aussi, hein, donc on va en parler. J'ai eu beaucoup d'ex, voilà. Mais elles m'ont servi dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et en fait, je me dis, je vais changer de région. Je vais partir dans le Jura, je vais partir en Suisse, je vais partir dans une autre région où je sens qu'il y a un peu plus d'argent. Et je me dis, ouais, mais bon, je suis nouveau avec mon ex qui est encore étudiante à Alfort. Enfin, je suis de nouveau avec elle, ouais. Et donc, je me dis, je vais passer quelques mois à Paris, juste pour qu'on passe du temps ensemble. Et j'arrive à me chercher un poste à Paris en me disant, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Paris ? Qu'est-ce que tu vas foutre ? Il n'y a pas de vache. J'ai pas envie de retourner à l'école parce que ça paye pas. J'y ai songé quand même, hein, de retourner à l'école, de prendre quelques petites vacations en tant qu'assistant, un truc comme ça, mais bon, ça paye pas. Et je me dis, qu'est-ce qui ressemble le plus à la rurale ? Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue 1 an avant ça avec une autre ex qui s'appelle Livia, qui m'a dit, écoute, j'ai commencé chez Vétoadome, viens, va pas faire de la rurale, je te connais, t'as pas envie d'en faire vraiment, tu vois, t'as envie d'être entrepreneur. Et parce que, tu vois, quand je parlais d'installer du suivi et tout ça, c'est le côté entrepreneurial, le côté associé qui m'intéressait aussi. C'est de conquérir des nouveaux marchés, de développer des choses dans un secteur où tu n'en avais pas forcément. Et elle me dit, j'ai rejoint Vétoadome et je suis en train de m'associer et on fait des réunions d'associés tous les lundis. C'est les mêmes réunions qu'au cercle. C'est le même bordel. L'argument, tu vois, on parle de nouveau du cercle des élèves et elle me dit, c'est la même ambiance. À l'époque, ils étaient 12 ou 10. On est 10 associés et on a plein de projets. On a plein de trucs, c'est super cool. Tu verras, viens voir. On construit, en fait. Ouais. Et je me dis, et ma première question, c'était, ça paye bien. Et elle me dit, ouais, ça paye super bien en plus. Et je me dis, ouais, go, allez, je vais passer là-bas, je vais faire 3 mois, je vais gagner ma vie en 3 mois. Et après, je vais bouger, je vais changer, je vais chercher un autre poste. Et en fait, je suis arrivé, j'ai fait un créneau de test avec Hélène. Ah oui. Voilà, Hélène, je sais pas quel épisode. Voilà, je sais pas quel épisode. Hélène Létard, épisode 20 que je vous recommande. 20. J'ai fait un créneau avec Hélène et avec Mickaël. Et en les rencontrant, et en rencontrant Jean-Louis et Alain, qui sont les 2 fondateurs historiques de la boîte. Jean-Louis, c'est vraiment le créateur, et Alain avait créé notre boîte qu'ils ont fusionné. J'ai rencontré des mentors, de nouveau. Et je me dis, ces gars-là, c'est des génies. Et ils ont tout compris. Et en plus de ça, donc je me dis, ouais, je les rencontre avant de commencer vraiment à bosser tout seul à domicile, quoi. Je me suis pas encore vraiment lancé, mais je les rencontre et je me dis, ces gars-là, ils ont vraiment compris beaucoup de trucs sur le monde véto. Et on commence à échanger très rapidement, mais de projets, de nouveaux développements, de nouveaux trucs à faire, alors que je commence à peine, quoi. Et là, je fais mes premières consultations à domicile et je tombe amoureux, mais amoureux des mamies la nuit à 3h du mat. Pourquoi est-ce que tu peux expliquer? Alors, je tombe amoureux pas parce qu'elle m'attire physiquement, on va dire. Parce que ce boulot, quelque part, ça t'inspire. Ça m'inspire. Tu trouves quelque chose. Ouais, en fait, j'y trouve un contact humain qui est incroyable, qui est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre. Toutes les nuits, je rentrais dans l'intimité des personnes, on échangeait, et j'y retrouve un peu mon ambiance de rural. Ouais, tu prends un café. Je vois exactement ce que tu veux dire pour avoir fait de l'équine. Ouais. Et ça n'a lieu que la nuit, ça. Et ça n'a lieu que la nuit, ce moment-là. Les gens vont s'ouvrir, et toi, j'ai des frissons. Mais juste moi d'en parler. C'est marrant parce que je crois que ce truc, il n'y a qu'un veto de nuit qui peut l'avoir ressenti. Ce qui se passe la nuit avec les gens est incroyable. J'ai des histoires de fous à raconter. J'ai fait des rencontres incroyables. Et en fait, c'est eux qui m'ont, plus que même le côté entrepreneurial, c'est très vite eux qui m'ont dit, ouais, en fait, c'est ça que tu veux faire. Et ce contact humain que j'ai trouvé est incroyable. Madame Jacques m'écoutera peut-être un jour, ma meilleure cliente dans le 6e qui a 13 chats, qui habite dans 25 mètres carrés avec 13 chats. Mais c'est ma plus belle rencontre.
Mais je pensais jamais rencontrer cette dame. On s'appelle toutes les 3 mois juste pour prendre des nouvelles, même si ces chats sont pas malades. Alors que j'ai pas de clients à la base. Hein. Je travaille en référé, je suis là pour les urgences, je les vois une fois dans ma vie. Mais il y a des petites tranches de vie comme ça que je vais partager qui vont me marquer et c'est ça l'essence même de notre métier pour moi. Oui, et c'est à ce moment-là que tu découvres que finalement, on croyait tous faire veto parce qu'on aimait les animaux, mais qu'en fait, il y a plus de la moitié, il faut aimer les gens. Mais pour moi, c'est pas plus de la moitié, c'est 90. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, on met longtemps à le comprendre. Ouais, mais c'est 2 semaines après avoir commencé chez Vetodome que j'ai compris ça. Oui, c'est ce que j'allais te demander, l'échelle de temps. En fait, non, c'est arrivé très vite. Mais c'est un coup de foudre, en fait. C'est un coup de foudre. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, j'ai déjeuné avec des associés de la boîte et ils m'ont demandé comment ça se passe. Je dis, je suis amoureux. Je suis amoureux de ce métier et je surkiffe ce que je suis en train de faire. Et bizarrement, 3 mois après, ils me proposent de m'associer. En me disant, écoute, on sent. Bizarrement, c'est qu'il ouais, non, mais ils m'ont dit, on sent le feeling, on sent le truc. Et en fait, il y avait un autre associé historique qui était en train de partir à ce moment-là. Mais moi, je suis un bébé dans la boîte à ce moment-là. Tu vois, Hélène. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, on est en chevauchement 2016-2017. Donc, je suis né en 89. Faites le calcul. Non. Je sais pas quel âge j'ai. Je peux pas calculer aujourd'hui, je suis fatigué. T'as pas 30 ans. Ouais, j'ai pas 30 ans. Et en fait, on a cette discussion avec Alain. Et moi, je suis un bébé, mais je sais qu'il y a des parts à revendre bientôt. Je sais que dans l'année à venir, il y a quelqu'un qui va partir. Et je me dis, il faut que je me place à ce moment-là. Il me faut de la visibilité, il faut que je sois là. Et j'échange beaucoup avec les associés. Et puis, je leur dis, je sais que je suis un bébé, mais il faut que je vous dise, je surkiffe ce que je suis en train de faire. Et t'as un qui me dit à ce moment-là, écoute, ça va être dur. Il faut que tu rencontres beaucoup d'associés que tu connais pas, parce qu'ils sont 10 associés. Moi, j'ai pas rencontré tout le monde en 3 semaines. Mais il me dit, écoute, déjeune avec tout le monde et ils comprendront. Et tu vois, j'ai déjeuné avec Hélène, j'en ai parlé avec Hélène. À la base, elle me dit, écoute Pierre, je t'adore. Mais une association, c'est un mariage et tu te maries pas au bout de 3 mois. Il faut qu'on se connaisse un peu mieux. Donc, j'ai des associés qui sont pour, j'ai des associés qui sont contre. Et en candidat à l'association en face de moi, il y a d'autres personnes qui sont là, qui veulent s'associer. Parce qu'ils savent que la boîte est porteuse et tout ça. Et je vais réussir à passer avant eux. Donc, je me fais des ennemis aussi. Bien sûr. Au passage. J'imagine. Mais ouais, j'ai réussi à avoir un peu de chance, un peu de talent peut-être aussi, j'aime bien le dire, parce que j'ai travaillé en tant qu'associé très rapidement sans même être payé. C'est-à-dire qu'on a un bouquin de protocole chez Vetodome que j'ai commencé à réécrire. Ils m'ont dit, tu vas être payé pour faire ça. J'ai dit, non, je veux pas être payé, je veux m'associer, moi. Donc, me payez pas, associez-moi. Tu savais exactement où tu voulais aller, quand même. Ouais, je savais où je voulais aller, je savais pourquoi. Et en fait, c'est le moment où j'ai eu cette discussion avec Livia qui m'a dit, c'est la même ambiance que le cercle, viens voir. Et en fait, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé cette vie d'entrepreneur avec tous ces projets qui s'ouvraient et dont je voyais le futur, quoi, déjà. Et là, tu mets le mot d'entrepreneur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu as une fibre entrepreneuriale ou ça, tu ne le comprends qu'après? Non, je le sais. Ça, je le sais. Tu le savais déjà. Mon rêve, c'est d'ouvrir des cliniques veto le long de la 4 à la base. Tu vois, donc, c'est vrai. Donc, tu vois, même avant ça, mais je sais. c'est pas pour ça qu'on est allé au bout de la démarche de dire je suis un entrepreneur, en fait, et j'ai besoin de ça pour m'éclater dans la vie. Non, je le savais déjà, parce que quand je vais faire de la rurale, c'est pour ça que je fais mon internat aussi. C'est pour avoir des cordes en plus à mon arc, pour pouvoir me placer dans une clinique et arriver direct avec une valence en plus, et que l'association dans une clinique, moi, je vais être associé. Tu vois, je veux pas être le salarié, m'intéressait pas. Alors, j'ai commencé en tant que salarié en rural, mais parce qu'ils m'ont pas proposé de libéral et qu'ils savaient pour eux que ça existait même pas le libéral à l'époque, ils avaient que des salariés. Mais j'ai toujours eu cette fibre et en fait, ouais, c'est ce que je voulais faire. Et là, j'ai vu un projet se dérouler devant moi en me disant, ouais, là, je peux faire ma carrière. Et je peux arriver très loin, je peux m'associer et je peux développer des nouveaux projets. Et on est passé d'un Vetodome il y a 8 ans, 2016, 2017. Je me suis associé en 2017, je crois. Le temps qu'on signe les papiers était peut-être 2018. Mais j'ai bossé comme associé quasiment dès le début. Et en fait, en 10 ans, on a fait exploser la boîte. C'est-à-dire que la boîte, quand tu regardes celle qu'on avait il y a 10 ans, aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir. Et ce futur-là, je me suis dit, à cette époque-là, je me suis dit, ouais, on peut avoir des projets sans limite dans cette boîte. Et c'est ça qui m'a fait aussi adhérer au projet. Le fait d'avoir trouvé cette essence même de notre métier dans le contact client, en se disant, ouais, j'ai des relations avec mes clients. J'ai eu, en 8 ans de consultation, j'ai eu 2 vraies plaintes clients. Des vraies plaintes, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Elles m'ont fait très mal, mais
il y a une bienveillance dans l'échange que j'ai avec les propriétaires d'animaux quand je consulte, qui fait qu'aujourd'hui, j'y vais comme un hobby quand je vais consulter. C'est pas, c'est plus mon activité principale de consulter aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais te demander. Voilà, j'ai changé complètement ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon activité, c'est les consultations à domicile, c'est 20% de mon activité. Oh, c'est quand même une partie. Voilà, c'est pas 5%, quoi. Ouais, je peux pas te donner un chiffre de travail. C'est un petit pourcentage. Ça dépend. J'aime bien y aller avec une caméra derrière moi. Aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais ouais, c'est plus du tout la majeure partie de mon travail. Alors qu'au début, t'étais à combien 100%. À 100%. Ouais, en fait, j'étais au début. Tout à la base, j'étais à 100% en consultation, avec très rapidement des petites missions qui me sont confiées. Voilà, mais je considérais pas ça comme du travail. C'était du plus pour m'associer, en fait. Mais je passais parfois des nuits blanches à écrire des protocoles de soins, des trucs comme ça. Quand je rentrais à 3h du mat, je terminais d'écrire mes protocoles de soins parce que je savais que je voulais m'associer dans 6 mois derrière, quoi. Et qu'il fallait que je fasse mes preuves. Et donc au début, j'étais 100% veto à domicile. Et aujourd'hui, tu vois, on est passé sur 20%, c'est peut-être même beaucoup, c'est peut-être 15% aujourd'hui les consultations. Mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. J'y vais pas parce que je dois y aller. C'est vraiment du plus, quoi. Parce que j'aime ce contact client et que j'aime aller voir des mamies la nuit, quoi. C'est... mais c'est, voilà, prendre un café avec... tu vois, j'avais arrêté quasiment de consulter pendant 1 an et j'ai repris parce que je me suis fait opérer du genou. Et le jour où j'ai repris, je suis allé consulter, je suis allé voir une petite gastro. Petite consulte, tu vois, tu peux dire, tu vas faire ton injection de Sérénia, ton petit Prifinial pour qu'il arrête de chier partout. Et en fait, je suis resté 1h30 pour soigner cette petite gastro parce que j'ai rencontré un chef d'entreprise qui bossait au Luxembourg, côté de Metz, pas loin de chez moi. On a échangé sur tout et rien pendant 1 heure. Et ce contact-là, Veto Adam, c'est ça que ça m'offre aussi. Et même si on est dans l'urgence, tu t'arrêtes parfois dans certaines consultations, c'est pas toutes, hein. Il n'y a pas toutes les consultations où je vais discuter avec les propriétaires vraiment à la fin. Mais tu t'arrêtes et tu partages une tranche de vie, tu partages un café, parfois une bouffe, parfois une cuite. Je suis rentré en Uber de chez des gens parce que j'étais trop bourré. Oh, tout ce qu'il faut couper, voilà. mon Dieu. et tu vois, j'ai dû rentrer en taxi parce que un jour, il y a des gens qui m'ont ouvert la porte, ils étaient en peignoir, en train de fumer le chicha. Un couple de septagénaires. Leur chat, il avait un abcès aux glandes anales. 2h du matin. Tu dis, d'où un couple de septagénaires t'appelle à Paris parce que leur chat a un abcès des glandes anales à 2h du matin. Pour eux, c'était important. L'abcès, ils venaient de claquer, ils venaient de comprendre ce qu'avait leur chat qui était pas très bien dans la journée, mais ils se disaient voilà. Et là, ils voient l'abcès éclater, ils sont inquiets. Ils sont en train de boire des bières, fumer la chicha. Pendant toute la consulte, ils m'ont dit vous voulez pas quelque chose à boire, docteur? Il est 2h du mat. Moi, je dis mais écoutez, je bosse jusqu'à 5h ce soir, je peux pas là. J'adorerais. Et ils ont insisté. Et en fait, 3h, je termine ma consultation. Et ils me disent vous voulez pas un coup à boire? Ils insistent encore. Je dis écoutez, je vais voir s'il reste du travail, si on a encore besoin de moi. Et j'appelle la centrale de régulation et qui me dit non, c'est bon, c'est calme, il reste 2 vétos sur la route, on a largement de quoi faire, pour un coup. Je suis rentré à 7h du matin, mais dans un état, mais c'était incroyable. Je me souviens de rien, mais je sais que j'ai passé une super soirée et c'était trop bien. Et ces moments-là, j'aurais pu les trouver de nulle part d'autre, je pense. Mais tu parles très bien de ce côté rentrer dans l'intimité des gens et à quel point l'aspect humain te nourrit. Moi, j'ai une autre question c'est sur l'incertitude. Parce que les urgences, les gardes, c'est quelque chose qui... c'est de l'incertitude puisque par définition, tu sais pas ce qui va tomber. C'est quelque chose qui fait peur et qui est pas parfois mal vécu par les confrères de ne pas savoir ce que tu as à faire. Comment toi, tu gérais cette part d'incertitude? Alors, quand j'arrive chez Veto Adam, en plus, il y a un facteur, c'est que quand j'ai fait de la rurale, et comme j'ai pas fait une dernière année de rural, que j'ai fait un internat de rural, j'ai pas vu un chat, un chien depuis très longtemps. J'ai recousu des chiens de chasse. Globalement, c'est ma seule activité rurale, canine depuis un moment. Donc déjà, t'as un flip quand t'arrives parce que tu te dis, est-ce que je vais être encore capable? Alors j'ai grandi dans des cliniques véto, hein, donc j'ai vu du cas, j'ai bossé en tant qu'ASV. Et j'ai fait des trucs en tant qu'ASV qui sont à la limite de la légalité. On va pas en parler encore parce que j'ai fait des gardes quasiment tout seul en tant qu'ASV, où je prenais mes consultes tout seul. Et ce qui se faisait assez ça couramment. Ça se faisait à l'époque. Ouais. Mais tu vois, mais je le dis parce qu'on a des jeunes auditeurs à qui ça leur parle pas. Mais tu vois, quand je bossais à Vincennes, j'ai vu des vétos intégrer l'équipe de garde à ce moment-là qui étaient moins compétents que moi, qui étaient en 3e année. Donc c'est moi qui formais des vétos à faire des SUF. Donc, tu vois, j'ai un petit bagage, comme je sais un peu gérer du truc, mais ça fait
quand j'arrive chez Vetodome, ça fait 4 ans que j'ai pas vraiment touché un chat, Oui, touché un donc tu as chien. une petite appréhension. Voilà, j'ai une petite appréhension. L'avantage qu'on a, c'est que on n'est pas seul sur la route. Et que au début de tes premiers créneaux, on va filtrer tes interventions. D'accord. Donc, ouais, c'est intéressant. On te met pas les cas qui ont l'air a priori d'être de la merde, quoi. On te met des cas où on sait ce qui se passe avant. Moi, j'ai stressé pendant 5 jours. J'ai pas dormi pendant 5 jours avant mon premier créneau. Première consultation, je suis allé récupérer le corps d'un chat mort. Ça va. 5 jours de flip pour ça. Deuxième consultation, un œdème de Coinc. Côté rural, la Dexa, ça te parle. Troisième consultation, une diarrhée sur un chiot qui va bien. Et ça a été pendant... Ça t'a donné confiance, en fait. Ouais, ça te permet de reprendre confiance en toi. Et on a l'habitude aujourd'hui, et gère beaucoup de recrutement et d'intégration dans la boîte. Et c'est ce qu'on vend aujourd'hui, c'est qu'on va les intégrer comme ça. Et qu'on fait beaucoup de reconversions. On a récupéré beaucoup de profils de gens qui auraient arrêté le métier, ou bien qui ont fait autre chose et qui veulent y revenir. Des gens qui ont bossé en labo pendant 10 ans, par exemple, et qui veulent revenir à la pratique, et c'est possible. Dans ce que nous on fait. Il y en a de plus en plus. Ouais. Et tu vois, là, on a intégré Nour, qui a commencé en même temps que moi à l'époque, avait jamais vraiment pratiqué. Et on l'a lancé. On lance des étudiants qui sortent de l'école, que ce soit école européenne ou française, parce qu'ils n'ont pas forcément le même bagage pratique derrière eux. Quand tu as fait tes études à l'étranger, parfois tu as vu un peu moins de cas que quand tu vas bosser à Alfort. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de mise en application de compétences, je trouve. Et donc, on n'a pas de problème aujourd'hui à lancer des jeunes qui sortent de l'école et qui n'ont pas forcément vu beaucoup de cas. Alors, on va les accompagner, on va leur faire de la formation et on va filtrer les premières interventions pour qu'ils puissent faire leurs premières interventions tout seuls sans être trop flippés. Alors, ils flippent toujours, tout le monde flippe toujours sur ses premières, mais on arrive à les lancer comme ça et j'ai été lancé de la même façon. Donc, cette incertitude, ça en a gommé très rapidement une partie. C'est-à-dire que mon premier SUF, quand t'es jeune veto, mon premier SUF, quand je reprends la pratique canine, je le fais au bout de 3 mois à peu près. Avant ça, les SUF, ils m'étaient pas envoyés. C'est-à-dire qu'on envoyait quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Les premières convulsions, c'était au bout de 2 mois, tu vois, d'exercice. D'accord. Donc, on me lance très doucement dans la pratique et ça me permet de reprendre confiance dans ce truc-là et de m'éclater en même temps, tu vois, de me dire, ouais, tout ce que je vois. Alors, on fait des euthanasies aussi, donc ils survivent pas tous, mais je réussis un peu tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment cool. Et après, une fois que tu es lancé et que tu sens que tu te donnes le go toi-même, parce que c'est toi qui donnes le go quand tu es prêt, on ouvre les vannes et on t'envoie des consultations un peu plus compliquées. Et là, tu t'éclates encore plus parce que tu vas vers du cas plus compliqué. Puis parce que tu as pris confiance progressivement. Et tu as pris confiance progressivement. Et on a l'avantage, c'est qu'on a, on a souvent des gardes où on dit, ouais, tu m'appelleras s'il y a un problème. Et je viendrai peut-être voir ou pas. Et ton patron te répond jamais. J'ai connu ça aussi. Et nous, on a un veto qui est réveillé H24, qui est là pour te conseiller, qui est là en permanence. C'est mon rôle aujourd'hui, tu vois. Il y a 2 nuits, c'est ce que je faisais. T'as l'appel à un ami. T'as l'appel à un ami H24. Ça, c'est bien, ouais. Et quel que soit le cas, il sait te driver, il sait te dire, ça m'est arrivé encore l'année dernière de faire appel à un ami, alors que ça fait 8 ans que je fais que ça. Il y a des cas où parfois tu doutes et tu as besoin de l'appel à un pote. Et heureusement qu'on a encore des choses à apprendre. Et en fait, l'appel à un ami, il est hyper précieux à ce moment-là. Et tu vois, il y a beaucoup de monde, tu vois, quand c'est moi qui gère la régulation, l'autre soir, on avait 12 vétos sur la route, j'ai eu 12 appels à un ami. Alors, parfois, c'était 2 fois le même, mais... Et aujourd'hui, je réponds à ces questions-là, mais il est hyper précieux parce que quand tu sais pas, quand tu doutes, il y a 15 façons de soigner un animal. Mais tu as quelqu'un qui peut donner son avis. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc ça gomme un peu ces appréhensions de l'incertitude, de l'inconnu où tu vas. Parce que nous, tu as l'inconnu en plus du milieu dans lequel tu vas arriver. Tu vas arriver dans un appart, mais est-ce que c'est un appart luxueux du 16e ou est-ce que c'est une cité du 93, tu vois? Et donc, tu as le contexte qui nous va jouer aussi. Alors, c'est très sécuritaire, Vetodome, au final. On va dans le 9-3, mais j'ai jamais été aussi bien accueilli que dans le 9-3. Et comme il y a l'aspect financier derrière tout ça et qu'on annonce les tarifs au téléphone, ceux qui disent qu'ils veulent pas payer, on n'y va pas. Ou bien ceux qui sont... Il y a un tri téléphonique. Si on a quelqu'un d'agressif au téléphone, si on a un mec du 9-3 qui nous appelle en disant « Ouais, mon staff, il s'est battu, il faut venir vite. » On dit « Ouais, tu payes vite, 120 balles au téléphone en nous donnant tes numéros de carte bleue et on viendra après. » Donc en fait, ça sécurise tout. Et quand tu connais ces principes-là, et quand tu vas te lancer, c'est facile de commencer. Ouais, d'accord. Non, mais c'est très clair.
Alors, j'ai une autre question sur, là, ça se voit dans ce que tu racontes, tu as un rapport au travail. Il y a quand même une frontière assez mince entre le pro et le perso, si j'ai bien compris. En tout cas, je sais que tu es tout le temps connecté. Alors, Pourquoi je le sais? Parce que quand je t'envoie un mail pour tes Mavet Job, j'ai une réponse dans les 3 secondes. Je crois que tu es mon client le plus rapide. Et j'ai lu, effectivement, dans ton livre, et tu viens de l'expliquer, que tu étais d'astreinte aussi H24 pour le système informatique de Veto Adom et pour les cochons malades. Hein, j'ai lu aussi dans ton livre, voilà. T'as vraiment lu le livre. Mais c'est mon métier. Je t'avoue que je suis très bonne maintenant pour lire les livres en diagonale. Mais je lis les livres des gens que je reçois. Oui, c'est mon boulot. Donc ma question c'est, est-ce que tu es workaholic, avec ce terme qui est popularisé dans le milieu veto, et plus sérieusement, comment tu fais pour gérer cette pression-là et cette continuité du travail sans te mettre dans le rouge? J'adore surfer avec le rouge. C'est vrai, hein. C'est l'adrénaline que ça procure. Ouais. Tu vois, là aujourd'hui, le fait de venir te voir, je suis complètement dans le rouge. Oui, je me cette doute. interview me fout dans le rouge à mort. Et je me suis dit ça en arrivant. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? T'as dit oui. Mais pourquoi t'as dit oui maintenant? Moi, je me suis demandé pourquoi t'avais dit oui maintenant non, aussi. Tu vois, pourquoi t'as dit oui maintenant? T'aurais pu le mettre dans 3 mois. Oui, tu vois, on aurait pu le faire à la rentrée et tout ça. J'aurais largement eu le temps. Et j'adore surfer avec le rouge. Et tout le monde me dit toujours, fais gaffe à toi et tout. Je connais mes limites. Tu connais tes limites? Je les connais, ouais. Je sais quand je tire vraiment. Là, en ce moment, je tire et je tire beaucoup. J'ai ma fille qui vient de naître, donc voilà. Mais je les ai pas encore dépassés, j'y suis pas encore. Et c'est pour ça que je suis là aussi, tu vois, parce que je sais que j'en ai encore un peu sous le pied. La fatigue, c'est pas un problème. Et je l'ai appris en faisant des gardes, tout ça. J'ai pas besoin de dormir. Enfin, j'ai besoin de dormir, mais pas beaucoup. Et je sais me reposer quand il faut se reposer. Mais ouais, je suis addict au taf. Mais j'adore tellement ce que je fais. C'est pas un boulot pour moi. C'est pas un travail. C'est une passion. C'est marrant de dire ça, parce qu'il y a plus beaucoup de monde qui dit ça. C'est pas, voilà, il y en a qui adorent la course à pied, il y en a qui adorent les trucs. J'adore voyager, tu vois. Grâce à Veto Adom, je me suis barré partout dans le monde. Et je prends 12 semaines de congé par an. Ouais. Mais je travaille tous les jours. Mais tu travailles, oui. Mais je travaille 1 heure. Quand je suis en congé, toi, on est parti en Indonésie l'année dernière pendant 6 semaines. J'ai bossé 1 heure par jour. J'en profite, ma femme dort beaucoup plus que moi. Quand elle dort, je travaille. Souvent. J'écris mes bouquins la nuit. Mon bouquin, je l'ai écrit la nuit. Oui, t'as pas un besoin de sommeil. J'écris mes chroniques la nuit. Et pendant mes gardes, j'ai des petits temps morts dans mes gardes que je vais utiliser. Tu vois, au lieu d'être en train de regarder des séries, en train de faire autre chose, en train d'être sur Insta, je bosse. Parce que j'aime ça. Et ouais, c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup comme ça aujourd'hui. Enfin, on dit qu'on est de moins en moins. Je suis pas convaincu. Mais ouais, j'adore ça. Donc ouais, je suis un peu addict. C'est parfois un peu problématique. Ma femme a beaucoup de mal à comprendre. Mais d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès d'elle de t'avoir emprunté pendant 2 heures. T'inquiète, il y a pas de problème. Si j'étais pas avec toi, j'étais en train de faire autre chose. Voilà. Mais elle a eu beaucoup de mal quand on n'est pas dans le milieu veto, parce que déjà dans le milieu veto globalement, la frontière entre le pro et le perso est assez fine, je trouve. En général. Oui, t'as raison. Le boulot suffit souvent le soir quand tu rentres à la maison, que tu sois entrepreneur comme nous ou que tu sois veto salarié. Même si les salariés disent aujourd'hui, je rentre chez moi, je veux couper. Tes consultes de la journée elles sont encore là, et tournent encore. Tu vas en parler avec des potes. En général, les vétos, on a beaucoup de potes vétos globalement quand même. Donc le boulot te suit quand même beaucoup, et on adore beaucoup parler de nos boulots en général, et des cas qu'on voit et tout ça. Donc le boulot te suit forcément. Donc il y a beaucoup de monde qui est suivi par son boulot. Mais moi, ma femme, elle est RH. Elle, quand elle rentre à la maison, elle peut retirer sa casquette plus facilement. Ouais, elle la retire complètement. Bien qu'elle puisse voir des choses pas drôles aussi. Non, parce que elle vire pas des gens, elle est pas dans ces trucs-là, tu vois. Elle fait de la politique de rémunération globalement et des avantages sociaux, donc elle fait des trucs vraiment positifs, et ça, le boulot la suit pas à la maison. Et ça a été dur pour elle de comprendre à quel point. Elle me dit, t'es la seule personne que je connaisse de tous les gens que j'ai rencontrés. Alors, elle a rencontré mes potes depuis qu'on se connaît, et donc elle voit d'autres personnes comme moi, et ça l'a aidé à comprendre. Mais elle m'a dit au début, j'ai jamais vu quelqu'un qui aimait aller travailler. Et je lui dis, ouais, je serais quand même mieux avec toi sur le canapé ce soir. Et quand je mettais mon petit uniforme pour sortir à 20h, aller bosser, je me disais toujours, ouais, pourquoi tu fais ça? Et une fois que j'étais en consultation, j'étais bien. Tu savais pourquoi tu faisais ça? J'étais bien. Et à chaque fois que je vais bosser, je suis bien. Tu vois, dans le podcast qu'on fait, pour moi, c'est un peu du boulot, tu vois, c'est un peu comme du boulot, et c'est un peu comme ce que je fais tous les jours, je suis bien. Et ça, pour moi, c'est, voilà. Alors, tu vois, je voyage, je fais de la course à pied, j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'ai d'autres trucs que j'aime bien. Mais bosser, j'adore. J'adore travailler.
Non, c'est marrant. Tu vois, ça fera plaisir à ma community manager qui monte les podcasts, puisque j'ai arrêté de lui demander de se déconnecter. Elle a pas de frontières non plus entre le boulot et sa vie personnelle, et même en vacances. Elle continue de travailler malgré mes injonctions. Parfois, je la prie de disparaître de Teams, mais elle est quand même là. Voilà. Ouais, mais tu vois, moi je dis toujours, je préfère faire les choses urgentes quand elles ont besoin de prendre les choses au fur et à mesure. Ça fluidifie un peu le truc et je préfère bosser un peu tout le temps que d'avoir des énormes périodes de bourre où je vais être noyé complètement. Alors je dis pas qu'il y a des moments où je suis pas à la bourre et que j'arrive pas à suivre. Ma to-do list, il y a des trucs il y a 2 ans qui sont toujours pas faits, voilà, qui seront à faire plus tard et qui sont importants, mais bon, que je mets de côté. Et je prends quand même du temps, tu vois. J'essaie de prendre du temps tous les jours pour être avec ma femme, avec ma fille, encore plus maintenant. Oui, puis tu as une forme de liberté parce que tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Comme je veux. Ça, c'est une vraie liberté. Ouais, alors ça, c'est vraiment dans mon job et chez Veto Adam, au final, c'est ça qui m'a aussi fait ça, c'est que j'ai le planning que je veux, j'organise mon travail comme je veux. Moi aussi, et ça, c'est une énorme liberté. Et je le faisais déjà quand je faisais juste des consultations, c'est-à-dire que ton planning, c'est toi qui en décides. Enfin, tu donnes tes dispos. Tu travailles pas du lundi au samedi de 9h à 19h. Tu dis, moi, je suis dispo lundi, mardi, mercredi, et puis après, je me barre une semaine, et puis après, je suis de nouveau dispo là. Et cette liberté fait que j'ai voyagé partout. Que ma première année, j'ai pris 12 semaines de congé, je suis allé au Japon, je suis allé en Zambie, je suis allé faire 6 semaines de ski, je suis allé en Guadeloupe. Mon empreinte carbone n'est pas très bonne. En Zambie, t'es allé voir qui? Vic. Ah, je suis allé voir Vic en Zambie. J'ai pas le numéro de l'épisode sous les yeux, mais encore un bel épisode. Victor de Le Salle. Je suis allé voir Vic en Zambie. Je suis président de l'asso. Mélindika. Ouais, je suis président honorifique, on va dire. Elle avait besoin d'un président, donc c'est elle qui décide de tout. Moi, je suis juste là pour avoir le titre. Mais ouais, donc non, je suis allé partout. Et ça, c'est incroyable d'avoir cette liberté d'organisation et de vie au final, parce que je fais ce que je veux. Ouais, non, mais c'est un vrai avantage, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et vraiment, c'est un gros plus, l'organisation du temps de travail. Ok, très clair. Alors, je voudrais qu'on parle de ce livre. Je vais redonner les références. Je le mettrai dans les commentaires. Vous avez appelé le veto 2023 aux éditions Albin Michel. Donc, je l'ai lu. C'est un recueil d'anecdotes assez croustillantes pour certaines. Alors, ça va des épillets à l'ingestion de préservatifs, en passant par les coups de chaud, vous feriez quoi à notre place docteur. C'est vraiment le quotidien, ton quotidien des urgences vétérinaires. Il n'y a pas que de la canine, il y a un peu de cochon, d'alpaga, voilà. Et tu parles beaucoup que tu rentres dans l'intimité des gens, puisqu'effectivement, tu vas chez eux. Et il y a ce truc d'histoire qu'on se raconte quand on est ensemble, les vétos, d'histoire de vétos. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans le livre. C'est un condensé et tout ça, ça fascine probablement le grand public. Ma première question déjà, et c'est pratico-pratique, c'est comment ça se passe l'écriture d'un tel bouquin? C'est quoi? T'es contacté par les éditions? Comment ça s'est passé? C'est un gros coup de chance. Un énorme coup de chance. En fait, j'ai tourné avec une journaliste du Monde qui voulait faire un reportage sur nous. En fait, il y a une rubrique du Monde tous les ans qui sort, qui s'appelle 100 portraits de France, où ils vont interviewer... C'est Pascal Crémer, c'est ça? Ouais. Qui vont interviewer 100 Français. Et en fait, moi, ils voulaient interviewer des Français parce que je vais voir des Français. Tu vois, je rentre dans l'intimité des gens, voilà. Donc, ils ont voulu venir avec moi pour ça. Et elle a sorti un article qui est affiché en grand dans mon salon. Il est magnifique. C'est clairement, c'est le livre, en fait. Et je voulais que ça soit elle qui l'écrive, mais ça n'a pas été elle finalement, qui m'aide à l'écrire parce que je sais pas écrire, en plus. Donc, elle me sort cet article et 3 semaines après, j'ai un contact LinkedIn. J'ai Albin Michel qui m'écrit. D'accord. Et qui me dit, on a vu l'article. Il y a un truc à faire. Et je vais les voir et je dis, Albin Michel, ça se refuse pas. T'es obligé d'aller voir le truc. Je dis, je sais pas écrire, je suis nul, moi. Oui, mais ils mettent à ta disposition quelqu'un qui sait une plume. Et donc je vais les voir en disant, moi, je sais pas écrire, mais j'ai des histoires à raconter. Et il m'arrive, voilà. Et je leur ai raconté le livre. En fait, je leur ai dit, on peut parler de ça, on peut parler de ça, on peut parler de toutes ces histoires folles qui m'arrivent. Et ils me disent, écoute, ouais, go, on se lance. Et je leur dis, par contre, je sais pas écrire. Donc, il faut m'aider, là. Ils me disent, ça, c'est pas un problème, on sait faire. Ils ont l'habitude. Et donc, je leur dis, écoutez, moi, j'ai comme une requête. Il y a Pascal qui a écrit l'article. Je vais d'abord lui demander à elle. Parce qu'elle m'a sorti un article qui était tellement beau et que je sais qu'elle était à même de faire ça. Et en fait, elle n'a pas le temps. Elle est déjà prise elle va écrire des scénarios de série. Donc, elle me dit, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Mais je suis ravi que tu aies pensé à moi. Et du coup, ils m'ont présenté Alix, qui écrit des bouquins pratiques à la base. C'est pas non plus son genre d'écriture à la base, mais on a un super bon fit.
Et tu vois, ces bouquins, c'est comment faire son yaourt ou comment arrêter de fumer, des trucs comme ça. Et elle accompagne des médecins, elle a accompagné beaucoup de médecins, beaucoup de personnes sur de l'écriture. Elle me dit, vas-y, on se lance. Et comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, à la base, je lui raconte mes histoires à l'oral. Ouais. Elle enregistre. Elle enregistre et, elle prend des notes et elle veut les mettre par écrit. C'est pas, on a un esprit veto, on a un esprit très structuré autour d'une consultation. Tu sais, c'est anamnèse, commémo, hypothèse diagnostique. Donc je trouve que ça, elle arrive pas trop à le ressortir, tu vois, de motifs d'appel, la chronologie de la consultation. Mais est-ce que c'est l'objectif pour un lecteur grand public ? Non, mais moi j'ai besoin quand même que ça soit structuré. Je suis bordélique dans ma tête. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as la structuration mentale d'un vétérinaire. Ouais, donc t'aimes bien que ça se déroule dans le bon ordre. Il faut que ça se passe, même si c'est pas le but pour un lecteur. Pour moi, c'est pas possible de pas sortir une consultation dans l'ordre, tu vois. Donc, je sens qu'elle a des petites difficultés sur ça pour retransmettre ça. Donc, je lui dis, écoute, on change la façon d'écrire. J'écris tout. Et toi, tu tailles. Et tu tailles. Voilà, tu tailles. Donc, ça m'a demandé beaucoup plus de travail que prévu. C'est pas très rentable d'écrire un bouquin. Ah oui, non, ça je sais bien. Ouais. C'est pas rentable, c'est pas rentable du tout. Non, du tout. J'en ai écrit 2 nouveaux là d'ailleurs, pas rentable du tout. Mais ça ouvre des portes. Oui, tout à fait. Puis ça peut être aussi pour le plaisir, mais effectivement, c'est connu pour pas être rentable. Non, et en fait, si tu veux, j'ai Jean-Louis Patin, qui est le créateur de Vétodome, qui a écrit le même livre il y a 30 ans, donc ça m'éclatait de le faire aussi. C'était aussi un challenge pour dire, écoute, moi aussi je le fais. Et il avait sa tête comme moi sur la couverture, donc on les met à côté au bureau maintenant. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai écrit taille. Et donc, beaucoup de relecture derrière aussi, parce que du coup, tu relisais derrière, ce qu'elle a refait. Et donc, beaucoup de temps de travail la nuit, au final, pour essayer de tenir les deadlines et tout ça. Et le livre sort derrière ça. Combien de temps vous mettez à l'écrire ? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Quelques mois, ouais, ça se compte en mois. Du début à la fin du projet, t'as 1 an, globalement. Et avec beaucoup de travail sur la fin, et ils m'ont mis un agent donc Albin a fait la promo du bouquin, ils m'ont mis un agent de presse qui est l'agent de presse de Stéphane Bern, donc qui est quand même quelqu'un d'un peu pointu quoi, et qui m'ouvre les portes de France Inter, les portes de Europe 1. Oui, c'est comme ça que derrière tu deviendras chroniqueur en fait. Par la suite, ça va m'ouvrir toutes ces portes parce que le bouquin m'a fait connaître et je me suis fait contacter par ça, donc en fait ça ouvre des portes. Ok. Et donc j'ai une très grosse promo. Beaucoup plus que ce qui était espéré. Enfin, Albin avait des grosses espérances pour le bouquin qui a marché moins bien que prévu. On a vendu ce qu'on a imprimé, donc c'est une réussite. Ça rentre dans ce qu'ils avaient quand même prévu. Ça rentre dans ce qu'ils avaient prévu, mais ils pensaient que ça allait exploser, que les ventes allaient exploser, et que un bouquin qui se vend bien aujourd'hui, les moyennes sont à 2000 exemplaires. C'est très bas. Je sais, mais tu fais bien de le dire. Ouais. Donc nous, on en vend 5000 et on a tout vendu, donc on est content. Mais eux, ils pensaient qu'on allait monter à 50, 100 000, quoi. Parce qu'ils pensaient que la thématique allait attirer beaucoup de monde, mais la thématique est dure quand même. Il y a beaucoup de monde. Tu vois, j'ai été dans des salons du bouquin et des trucs où j'ai fait des petites promos avec d'autres personnes qui ont écrit des livres sur les animaux. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, on a vu ton bouquin, mais on veut pas le lire parce qu'on sait que de quoi tu vas parler. On sait que tu vas parler de mort forcément, et on veut pas être confronté à ça. Donc on fait l'autruche et on l'achète pas. Marrant, et du coup, la thématique attire pas tant que ça au final, et on a des ventes qui sont correctes, et ils envisagent même peut-être à un moment de le rééditer un peu si ma carrière de célébrité continue, on va dire ça comme ça, et que ça peut attirer du monde et de le laisser un peu en connexion permanente, parce que c'est intemporel en fait comme bouquin. Il y a pas on peut le vendre pendant 10 ans et ça sera encore bien sûr. Ça bouge pas. Et du coup ça a été une super expérience. Oui, donc c'est une expérience qui t'a plu. Ça m'a éclaté. Alors je rebondis sur ce que tu disais, que justement ça parle pas que forcément des choses faciles et que ça parle de la mort. D'ailleurs dans l'introduction tu dis que ce métier de vétérinaire il est plus difficile qu'on ne croit, alors que paradoxalement on te dit souvent vous faites le plus beau métier du monde, docteur. Tu l'écris à plusieurs reprises dans le livre. Tu parles des suicides dans la profession, tu parles des moments difficiles, et dans la conclusion tu dis je ne veux pas avoir l'air d'enjoliver la réalité, et tu dédies ce livre à tes consoeurs et confrères. D'ailleurs je note l'inclusivité en ayant mis les concerts en premier. Et tu écris que tu espères avoir été juste sur l'image renvoyée de notre profession. Pourquoi c'était si important pour toi, et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient te dire que ce genre de littérature destinée au grand public contribue à l'idéalisation du métier ? Pour moi, c'est hyper important aujourd'hui, et justement, c'est le seul intérêt du livre, pour moi, pour le grand public, tu vois. J'ai écrit un bouquin parce que je kiffais ça et que ça me faisait kiffer de l'écrire à la base.
Mais je voulais quand même faire passer un message au grand public que notre métier est idéalisé en fait aujourd'hui et qu'ils imaginent pas la pression qu'on peut avoir, la pression qu'on se met aussi souvent. Et on connaît tous des gens qui ont eu des burn-out, qui sont allés plus loin, malheureusement aussi. Et je voulais que les gens soient au courant de ça. Et en fait, ça permet, je me dis pas, s'il y a une personne qui me dit, qui se dit un jour, ouais, il faut pas que je sois con avec le veto, il a le droit à l'erreur, il a le droit de se planter, un animal peut mourir, c'est pas de sa faute, parce que j'en ai perdu aussi, des animaux sans comprendre pourquoi. Si juste une personne un jour n'a pas de parole violente envers un vétérinaire, grâce à ce livre, j'aurais réussi. Tu vois, ça me suffit de me dire ça. Et en fait, je vois tellement de violence et c'est de plus en plus marqué au fil des années. Alors peut-être que les paroles se libèrent aussi, mais il y a une grosse violence envers les vétos. Les gens sont fous. J'ai vu des mecs qui ont déjà dit à des consoeurs, je vais charger ta bagnole à la voiture bélier et je vais pourrir ta clinique. Donc tu vois, juste réussir à faire passer ce message-là de on est humain. J'ai aussi voulu montrer qu'on est humain, qu'on côtoie des gens, qu'on est comme eux. Oui, qu'il faut pas oublier ça. Et c'était ça qui était important pour moi dans ce livre, c'était juste de dire, bah voilà, voilà comment moi je vis les choses. Voilà comment parfois je pleure en consultation. Voilà voilà ce qui m'anime. Voilà pourquoi je fais ce métier-là. Et j'ai eu des critiques sur le bouquin en me disant, ouais, il a 30 ans, il écrit déjà sa biographie de vie. C'est qui ce gars, tu vois? Mais ouais, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de le faire et on m'a tendu une perche pour le faire, donc je l'ai fait à cause de ça aussi. C'est dire, voilà, t'as la chance. On te propose de mettre le métier de vétérinaire en avant dans un livre. Auprès du grand public. Donc ouais, je me suis dit tout de suite, il faut que j'y aille. Et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre. Est-ce que je l'ai fait comme il fallait le faire? Voilà, c'est peut-être que... T'as fait en tout cas comme toi, comme moi je le fais. Je l'ai fait comme moi je le traverse. Comment moi je l'ai traversé. Alors, j'ai pas la vie du vétérinaire classique, aussi. Tu vois, donc c'est pas forcément l'image que chaque vétérinaire a de sa pratique de tous les jours. Donc je sais aussi que il y a quand même beaucoup d'anecdotes, ou même moi qui n'ai pas fait beaucoup de canines, où tu te retrouves et tu retrouves toutes ces anecdotes que tu racontes quand tu es avec tes potes vétos. Voilà, donc globalement, beaucoup de gens vont se retrouver dans ces anecdotes. J'ai eu de la chance, en faisant du domicile, il t'en arrive un peu plus. Oui, et puis chez les gens, c'est un peu plus folklorique. En fait, et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher aussi pour écrire le bouquin, parce que comparé au cas classique où tu es dans les murs de ta clinique, moi j'ai un petit côté aventurier. Et c'est ça qui les a intéressés dans l'écriture de ce livre. Et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, pour qu'on mette ce métier en avant. Donc je mets en avant le métier de vétérinaire urgentiste, mais j'essaie de mettre un peu en avant le métier de tous les vétérinaires à travers ce truc-là. Et que le grand public comprenne un peu qui on est. Ouais, non, mais... Parce que la phrase dont tu parles, vous avez un beau métier docteur, on l'entend tout le temps. Mais est-ce qu'on a un si beau métier que ça? Ouais, non, tu vois, c'est une vraie question. On a un métier qui est passionnant. C'est passionnant ce qu'on fait tous les jours. Humainement, c'est hyper riche. Avec les animaux, c'est hyper riche. Mais bon, combien des vétos se sont fait bouffer? Combien ont terminé en arrêt de travail parce qu'ils sont pris un coup de pied de vache? On en connaît tous. Il y a des vétos qui ont été paralysés par des animaux. Voilà, il y a tous ces trucs hyper durs auxquels on est confronté. C'est un métier qui est dangereux, c'est un métier qui humainement est dur. On compte pas nos heures, on compte pas tout ça. Donc il faut qu'ils comprennent ça. Et parfois, j'ai essayé c'est pour ça que j'ai essayé aussi de retranscrire les moments difficiles dedans. Tu vois, quand t'es KO, quand on peut plus. Quand t'as des gens, ou toi-même, tu peux parfois avoir des réflexions envers des gens en disant, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ils m'ont appelé? Me fait chier, quoi. Ouais. Je serais mieux chez moi à la maison. C'est la conclusion du bouquin, tu vois. Et il y a des moments, t'as pas envie d'y être, mais t'y es quand même. Mais il faut que les gens, voilà, si les gens peuvent comprendre ça, bah voilà. Mais bon. Oui. Et puis les problèmes des incivilités dont tu parlais tout à l'heure, mais c'est aussi ça a été aussi une leçon pour moi-même, parce que quand t'écris ça, tu te rends compte que quand tu as quelqu'un en face de toi qui fait pas ce que tu lui demandes dans ton travail de tous les jours, ou que tu as quelqu'un qui répond pas à ton truc, les gens peuvent avoir des problèmes aussi derrière. Et donc ça a été riche aussi pour moi, ça te fait une petite introspection d'écrire ce genre de bouquin. Et ça te permet de relativiser la vie. C'est l'exercice en fait d'écrire qui est hyper intéressant. La mise en forme, j'ai laissé ça à Alix. Mais l'exercice de revenir toi-même sur tes propres histoires, tu dois prendre du recul, mais ça te fait prendre du recul par rapport à la vie aussi. Et c'est super riche, en fait. C'est trop cool. Alors, pour nos auditeurs qui sont intéressés par d'autres parcours de vétérinaires dans Vétomicro qui ont écrit des livres, il y a l'épisode 41 avec Armelle Malavalon et l'épisode 45 avec Hélène Gâteau, qui est un super épisode qui s'appelle Vétérinaire Saltimbanque, et ça me permet de faire la transition suivante puisqu'elle travaille aussi à la télé.
Je l'ai rencontré, on s'est rencontrés. Voilà. Super contact, super personne. Ouais, bah, c'était une super et interview. on va à Cannes, normalement, l'année prochaine ensemble pour être jury film animalier. Ah bah trop bien. Peut-être, c'est en train de s'organiser. Ah bah trop bien, tu vois, tu finis ma transition parfaitement. Donc t'as un peu expliqué tout à l'heure, mais comment tu deviens chroniqueur et puis en quoi ça consiste? Je fais un petit retour en arrière. En fait, je suis contacté le jour où je suis contacté par Le Monde pour écrire l'article. En fait, Ouais. c'est un coup de fil que je décroche par hasard. Et donc, c'est une suite de hasard qui a fait tout ça. Parce qu'en fait, je faisais des tests au bureau pour voir si le téléphone marchait bien. Et j'ai décroché le journal Le Monde à ce moment-là. Et en fait, c'est pareil. Un jour, j'ai un message. Mais tu vois, sur Insta, quelqu'un qui m'ajoute, tu vois. Et puis, je l'ajoute immédiatement, comme je suis toujours connecté. Et j'ai un message qui arrive, voilà, on prépare une émission sur les animaux. Est-ce que ça t'intéresse? Je ne sais pas ce que je vais faire ce jour-là. Je dis oui. Je réponds juste oui. Pas. Non, je réponds juste oui. Je dis, je sais pas pourquoi tu veux me voir. Je pose même pas la question. Je lui dis, écoute, c'était pendant mon voyage de noces l'année dernière. J'étais au fin fond de l'Indonésie. Hein. Donc t'es en train de nous dire que t'étais connecté pendant ton voyage de noces. Mais complètement, bien sûr, tous les jours, 1 heure par jour. Et je réponds oui. Et en fait, je rentre en contact avec un des gars de la boîte de prod de De Chavannes. Et ils sont en train de lancer une émission sur les animaux avec Sophie Davant. Et donc, je vais les rencontrer. Je sais pas ça au moment où je vais les rencontrer du tout. Hein. J'ai juste dit oui, ça m'intéresse, pourquoi pas. Et je vais les rencontrer. Ils me disent, voilà, on a besoin d'un chroniqueur en plateau pour s'asseoir à côté de Sophie Davant. Je ne savais même pas qui était Sophie Davant. Tu savais pas qui était Sophie Davant? Je savais pas qui était Sophie Davant à l'époque. Honte. Je connaissais le nom, mais je n'associais pas le nom et un visage. Voilà, je suis nul dans ça. T'es peut-être un chou trop jeune. Je sais pas. Quelques années qui nous séparent. On s'entend très bien aujourd'hui. Et c'est une très belle personne. Je suis content de l'avoir rencontrée, mais à l'époque, je ne savais pas qui c'était. Mais je suis très nul dans tout ça. Et puis là, je me dis, go, pourquoi pas? Ça te fait pas peur? Je suis terrifié. Je me dis, dans quoi tu te lances de nouveau? Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, on fit bien avec la boîte de prod, ça se passe bien. Et là, ils me disent, tes collègues, ça va être Camini. Oui, j'ai Sophie, j'ai Camini. Tu vois, genre Marly Gaumont, c'était notre enfance, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et une youtubeuse qui s'appelle Amy, qui est une super personne que j'ai rencontrée et avec qui on est encore en contact. Et ils me disent, ça va être tes collègues, elle a 1 million de followers sur YouTube, tu vois. Donc moi, je suis un gars, je suis pas connu, j'ai vendu 5000 bouquins, je suis passé une fois sur France Inter, et puis je suis à côté de monstres, quoi. Et tu vois, Sophie Davant, on m'explique que c'est un monstre de la télé. Bah oui. Et tu vois, la première fois que mieux que tu saches pas, en fait, au début. La première fois que je vais la rencontrer, on me dit, il faut que tu la vois. Je dis, mais moi, je vous vois personne. Vous êtes fous. Et je suis allé bouffer dans un resto hyper chicose dans le 16e avec eux. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment un personnage à ce moment-là. Parce que tout le monde arrive, tout le monde la vous voit, la boîte de prod et tout. C'est genre, t'as la superstar qui est là. Moi, je savais pas tout ça. Et quand je suis rentré et que je dis ça à ma femme quand je rentre de l'entretien, tu vois, elle me dit, mais tu sais qui c'est, Sophie? Je dis, pas vraiment. J'ai dit oui, je sais qui c'est quand j'étais en phase 2, mais je savais pas vraiment qui c'était. Et donc, c'est super drôle. Mais ouais, et en fait, je me dis, allez, nouveau challenge. Et ouais, on a tourné ça et c'est une super expérience. Je sais pas si ça va continuer pour l'instant. Donc, il y a encore des épisodes, on les a déjà tournés qui vont être diffusés. Je sais pas si ça va continuer, mais ça a été hyper enrichissant. Et ça a été un super contact. J'ai rencontré plein de monde. Tu vois, un de mes potes avec qui j'écris sur Insta, c'est Camini et Jean-Philippe Janssen, l'humoriste. Maintenant, on s'envoie des messages tout le temps. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Et tu peux raconter concrètement comment ça se passe? D'écrire une chronique Alors, les émissions sont quand même on sait de quoi on va parler à l'avance. Hein. Oui. On sait les sujets, on a des invités en plateau et tout ça. Je sais qu'ils vont me poser des questions qui sont en général un peu what the fuck sur le métier de veto et sur les problèmes de leurs animaux. Donc ça, je suis pas au courant avant, donc je vais devoir répondre à une question. Mais ça reste des choses qui sont très... C'est des questions... C'est pas très stressant, je veux non, dire. c'est des questions En plus, tu apportes tes réponses de Normand. Hein. Ça, ils me disent toujours, t'es un Normand. J'ai dit, ouais, oui, parce que t'as pas vu l'animal. T'as pas vu l'animal, alors parfois il est avec toi en plateau, mais tu vas pas l'examiner sur le truc pendant la chronique, quoi. Et non, et on a des thématiques qu'on va aborder, on a des reportages qui sont tournés à l'avance, donc on sait autour de quoi ça va tourner, on en dévie toujours un petit peu. Donc il faut quand même, dans cette émission, le truc qui a été dur, c'était, on parle des chiens, des chats, on parle des ânes, je m'y connais encore un peu, on parle de crevettes, parfois, on parle de phoques, d'otaries. Ouais. Donc il y a des trucs, on va parler de dauphins, et tu vois, et je leur dis parfois, mais les gars, vous me demandez des trucs, je suis pas
je sais pas, je suis pas Nicolas Hulot, tu vois, je fais pas de Thalassa, quoi, au final. Puis non, mais tout le monde croit qu'on est formé sur l'intégralité du règne animal. Ce qui a été dur pour moi, c'est surtout, j'ai dû bosser, j'ai dû me renseigner, j'ai dû lire des thèses, donc ça me demande, tu vois, pour préparer un épisode d'1 heure, j'ai quand même 3 heures de boulot. Ouais. Donc ouais, et on va tourner 4 épisodes par jour, donc ça fait 12 heures de boulot dans les jours qui précèdent. C'est des très grosses journées, quoi. Et en fait, ce qui est, la journée de tournage, c'était, on fait 4 épisodes par jour, 3 ou 4. Et c'est hyper dense parce que tu arrives le matin, on vient te chercher en taxi, on t'emmène, toi t'es en train de bosser tes chroniques dans ta tête et après t'enchaînes et tu rencontres des nouvelles personnes, tu dois parler à des nouveaux gens, tu dois t'introduire auprès de célébrités, ce qui est pas du tout naturel pour moi. Et voilà, donc c'est un autre milieu, c'est un autre truc, et en plus t'es une caution scientifique sur le truc, donc s'il te pose une question sur les éléphants, il faut que tu saches répondre sur les éléphants. Je vois. Donc tu dois te renseigner un peu sur toutes les espèces, sur tout ce qui se passe et tout, et parfois tu rencontres des conneries, donc tu te demandes que ça soit coupé au montage. Oui, d'accord. Il y a eu des fois où tu vérifies après, tu dis non, là j'ai dit une connerie. Tu vois, on m'a demandé, et un dauphin, ça reste combien de temps sous l'eau? Oh putain. T'as la réponse? Bah non, évidemment. C'est 5 minutes. Ou 16 minutes au max, tu vois. C'est marrant parce que moi, sur Instagram, j'ai répondu 5 heures. On avait une chronique qui s'appelait What the fuck, tu sais, en vignette, et c'était que les questions comme ça que les gens nous posent, on a zéro réponse. Et tu vois, j'ai répondu 5 heures. Bah non, c'est pas du tout ça, c'est 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Merde. Et le pire, c'est que c'est un des caméramans qui est venu me voir en me disant attention, on t'a raconté une connerie, parce que moi je m'y connais en dauphin. Tu vois, et je dois aller voir la prod en disant les gars, je viens de raconter une énorme connerie là, on coupe. Durée de gestation de la belette. Ouais, tu vois, t'as des trucs comme ça. Donc quand je sais les espèces dont on va parler à l'avance, je me renseigne dessus, mais là la question sur le dauphin, je l'ai pas vu arriver. Alors que je savais qu'on allait parler de dauphin. Mais tu vois, donc j'ai essayé de préparer un peu tout ça. Et voilà, donc c'est beaucoup de préparation au final. Et après, ce qui a été très dur, c'est dur. On arrive, quand on parle d'espèces qu'on maîtrise, à être concis dans une clinique sur un problème médical. Mais il faut réussir à rester concis et réussir à intéresser le public. Et tu as des règles. Tu vois, je l'apprends encore. Je suis en train de devenir chroniqueur sur France Bleu, là. Donc, nouveau challenge. Je dois faire des chroniques de 2 minutes sur les animaux tous les jours à la radio. Mais le nombre de chiffres que tu peux mettre dans une chronique, c'est 3 max. Le nombre d'idées que tu peux aborder sur une thématique, toi, tu as toujours envie de faire un cours. Bien sûr. Toi, on dit pourquoi il faut stériliser les chats. Tu as 15 raisons de stériliser les chats, mais tu peux en donner que 2 ou 3. Et donc, c'est frustrant, parce que tu n'as pas le droit de dire tout. Enfin, c'est pas que tu n'as pas le droit, c'est que tu ne peux pas dire tout, sinon tu perds les gens. Non, c'est que tu dois épouser les codes, en fait. Ouais, c'est ça. Et ces codes-là, on les a pas. Non. Enfin, moi, oui, puisque je travaille dans le journalisme. Mais ma rédactrice en chef, ça la fait marrer, parce que quand elle coach des vétos, notamment pour écrire sur les ASV, il y a un cahier des charges, il y a une typo, il faut pas dépasser un certain nombre de caractères. Et c'est des exercices qui sont pas si faciles. Et tu vois, j'ai fait mon premier enregistrement chez France Bleu la semaine dernière. Ça a été chaotique. J'avais des chroniques, elles faisaient 3 pages. Il fallait que ça tienne en 2 minutes. Je me suis dit, je vais parler vite, ça suffit. Je parle très vite à la base. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et ils m'ont dit, bah ouais, mais il faut que tu mettes moins d'idées. Je dis, mais je peux pas retirer des idées. Sinon, ça n'a plus le même sens. Ça te dérangeait, quoi. Tu perds du sens. Quand tu parles de la stérilisation de la chatte, bah pour moi, c'était important, par exemple, de dire aux auditeurs que c'est une opération de convenance, que ça faisait pas mal, qu'avec les médicaments qu'on donnait aujourd'hui et les anesthésies, les protocoles, c'est pas risqué. Mais en fait, cette idée-là, je peux pas la mettre parce qu'il faut que je parle des tumeurs mammaires, parce qu'il faut que je parle du fait que ça va pas forcément beaucoup changer le comportement des chats et des chiens. Il faut garder en tête et essayer de rentrer là dans la tête de tes auditeurs. Et ça, c'est un vrai exercice. Et cet exercice de concision et de réussir à garder les gens un peu attachés à ce que tu vas dire pour pas qu'ils décrochent, ça, c'est un vrai challenge. C'est mon challenge du moment, ça. Et tu vois, là, j'ai passé ma soirée d'hier soir avec une bouteille de champagne avec ma femme, à bosser mes 10 chroniques que je vais enregistrer demain et voir si oh mais la pauvre voir si elle adore, elle apprend plein de trucs. Elle va savoir plus de trucs que nous. On était complètement bourrés à la fin et c'était très dur de terminer le 10e épisode, mais tu vois, de voir si j'arrive à la tenir accrochée à mon discours, parce comme elle est novice dans le truc, c'est un bon public, c'est un bon test. Et tu vois, et en fait, c'est un nouvel exercice et c'est très dur. Mais ça te branche. Ça me branche à mort, j'adore. Et c'est un challenge, c'est un vrai challenge. Donc si ça le fait avec France Bleu, c'est un nouveau truc. Il faut que je tienne les gens en haleine 200 jours par an, pendant 2 minutes. La vache. Voilà. Tous les jours, il faut que j'ai quelque chose à raconter tous les jours, parce que c'est du lundi au vendredi. Il faut que j'ai quelque chose à raconter tous les jours à 200 000 personnes. Mais attends, ça, en termes de temps de travail préparatoire, t'es sur combien d'heures?
hebdomadaire? Là, c'est hyper long. Parce que c'est mes premières et que j'ai tout cet exercice de synthèse bien et tout sûr. Ça. Mais tu vas finir par avoir le truc en tête. Ouais, qu'une fois que j'aurai pris les codes, là c'est un travail énorme en ce moment. Je pense qu'une fois que j'arrive à le faire et que j'ai chopé le truc, et là je commence à le choper parce que tu vois, quand je vois entre ce que j'ai fait la semaine dernière, ce que j'ai sorti et ce que j'ai sorti cette semaine, il y a quelques heures de boulot, mais ça va me prendre, pour préparer 2 minutes de chronique, ça va me prendre entre une demi-heure et 45 minutes. Ouais, c'est ça, ça me paraît cohérent. Donc voilà, c'est. Mais 5 x 5 chaque semaine. X 5. Ouais, c'est quand même pas négligeable dans ton emploi du temps. Ouais. C'est un nouveau challenge. Alors, il y a l'avantage dans ces trucs-là, c'est que, franchement, j'utilise l'IA aujourd'hui, j'utilise ChatGPT. Oui. Eh ben, nous aussi, pour faire nos synopsis podcast, c'est en fait, fabuleux. C'est un. Et je pensais jamais utiliser de l'IA là-dessus, mais en fait, ça me fait une base de travail. Bien sûr. C'est-à-dire que ça m'aide aussi à penser plus vite à toutes les thématiques, à toutes les idées que je dois mettre dedans. Alors, comme sort ChatGPT est à chier. Hein. Nous aussi, on retravaille. Voilà, mais en fait, je fais que du retravail d'idées et de la reformulation et des trucs, mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur les idées de base et l'ordre des idées, surtout. Parce que ce qui est dur, c'est d'ordonner tes idées. Ouais, et en fait, c'est là que ça m'aide beaucoup. Et encore une fois, le jet final est très différent du jet du début. Et j'ai mes idées à moi que je vais rajouter par-dessus parce que t'as pas tout dedans. Mais c'est une énorme aide. Non, mais c'est un outil fabuleux. C'est fabuleux. Et voilà, et c'est vraiment, vraiment, vraiment... je suis content de l'avoir trouvé parce que j'ai commencé à les écrire sans ça. Oui. Et à un moment, je me dis, ouais, ça va te prendre trop de temps, tu peux pas. C'est pas possible. Et en ayant ça, je me dis, ouais, je peux y arriver en une demi-heure. Moi, j'ai une collaboratrice qui écrit donc les synopsis podcast. Pour l'instant, elle a fait toute la saison 1 et la saison 2. Donc, elle l'écoute. Elle synthétise. Donc, c'est une veto et journaliste. Donc, elle fait ça très bien. Mais enfin, c'est un quota d'heures qui est très important. Et là, on a changé de technique. Donc, on commencera en septembre là pour la saison 3. Donc, ce sera ton épisode, il en fera partie. C'est-à-dire qu'on demande une extraction au chat qui nous extrait en 7 minutes. Donc, au chat, c'est notre diffuseur, l'intégralité de tout ce que tu vas dire. Et derrière, on a ChatGPT qui va nous faire une synthèse. Et Annabelle, elle n'aura plus qu'à retravailler la synthèse ChatGPT. Donc, je pense qu'on va gagner 60 ou 70% de temps. Ouais, c'est énorme parce que ça te fait, moi, ça me fait gagner 50% de temps. À peu près, c'est un truc de fou. Ouais. Voilà. Et encore une fois, là, j'ai mon gros travail préparatoire parce que c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Et tu vois, c'est dur de parler à la radio, en fait. C'est super dur de mettre le ton, de mettre l'intonation. Et c'est ça que je bosse en ce moment. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que je travaille. Et parce que je parle très vite à la base, j'ai envie de répondre trop vite aux questions. Donc tu travailles ta diction, mais oui, je travaille ma diction, mes pauses. Tu vois, je suis en train de le faire. J'essaye depuis qu'on a commencé à en parler de me calmer, mais tu vois, ma femme elle me dit, et je me suis fait engueuler pendant mon premier truc. Ils m'ont dit, tu commences à respirer, tu prends ton inspiration. Ils n'ont pas terminé leur question encore, donc on entend sur la question du journaliste, on entend. Faut qu'il ferme ton micro, tu sais. Voilà, c'est limite ça. Ils m'ont dit, il faut que déclenche quand ils m'ont dit, calme-toi, t'as le temps, et c'est tenir quelqu'un en haleine à ton discours. C'est vraiment c'est un exercice très dur. Donc, je sais ce que tu vis quand tu fais des podcasts. Et c'est beaucoup plus zen qu'à la radio. Dis donc, nous, on n'est que tous les deux dans la pièce. C'est pas du tout stressant. On est deux, hein. On est deux quand je les enregistre, je suis deux. En fait, on les enregistre à l'avance. Je suis pas tous les matins à la radio. Hein. C'est des trucs enregistrés à l'avance. Non, je peux pas aller tous les matins à la radio. J'ai pas le temps de prendre le scooter, d'aller à la radio, de revenir. Donc, on fait les enregistrements 2 semaines par 2 semaines. Donc, l'enregistrement, globalement, je pense que je vais réussir à le torcher en 1 heure de 10 épisodes. Donc, tu vois, tu rajoutes un peu. Mais non, c'est pas possible que j'aille à la radio. On va faire des séances en live avec des questions d'auditeurs et tout ça, mais ça sera par la suite. Et on va faire des événements avec France Bleu parce que c'est très rural, donc au cours du salon de l'agriculture, des trucs comme ça. Encore une fois, j'ai pas signé mon contrat, donc ça se trouve, tout va s'annuler et je suis en train de bosser pour rien. Mais bon, c'est un challenge et j'ai envie d'y aller, donc j'ai envie de dire que ça va le faire quand cet épisode sera en train de sortir. Je serai sur France Bleu tous les matins. Mais ouais, donc on va avoir des trucs en live et tout ça, mais là, c'est de l'enregistrement. Ouais, d'accord. Donc c'est plus facile aussi. Ouais. Bon, après, c'est plus codifié la radio. Je pense qu'on pardonne beaucoup plus de choses dans un podcast qu'à la radio où c'est très codifié. C'est très codifié. Tu vois, ils disent il faut que tu souris pendant que tu parles, il faut que ça soit hyper vivant et tout ça. Sauf que toi, tu es en train de faire un exposé veto. Mais il faut que tu souris. Ouais. Il faut que tu souris, tu parles parce que le sourire s'entend, ça c'est vrai, dans le podcast, ça s'entend énormément. Je souris beaucoup, à la base, je souris tout le temps. Tout le monde me dit, on voit jamais tes yeux tellement tu souris, mais je souris pas assez pour la radio. Les gars, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et non, et en fait, on parle de choses, quand tu es vétérinaire et que tu fais une chronique, tu parles de choses qui sont pas drôles.
Oui, qui sont. Il y a rien de drôle, hein. Oui, non, c'est vrai. Non, mais tu vois, c'est scientifique, c'est pas drôle. Je dis, je dois faire rire des gens avec les tumeurs mammaires des chats. Dites-moi comment faire, tu vois. Je dois sourire pendant que je dis ça. Là, les gars, c'est compliqué. Donc, ouais, t'essaies de mettre des petites vannes, des trucs, tu vois, de trouver des accroches, trouver de l'accroche pour tes sujets. C'est un vrai défi. Ouais, je veux bien te croire. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé de vidéos embarquées en allant en consultation, non? Ouais, faut que t'expliques un peu. Je suis suivi. C'est ça aussi qui a fait que j'ai eu mes trucs sur France 3. Je suis suivi assez régulièrement par des médias. Donc là, tu parles sur quoi? Sur Insta? Surtout. LinkedIn? Tout. Médias, même télé. Tu vois, j'ai fait des épisodes d'appel d'urgence. J'ai fait j'ai fait un Brut récemment. J'ai fait un épisode de Brut. Enfin, un petit truc Insta sur Brut. Et là, j'ai un nouveau projet qu'on essaie de vendre. Je sais pas si ça va se faire, mais on a un projet avec France 3 éventuellement et avec la boîte de prod dont on a parlé de me suivre en intervention. Ouais, d'accord. Régulièrement. C'est dur aussi parce que tu vas avoir beaucoup de consultations qui seront pas exploitables, donc ça demande un temps de dingue en fait. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de temps de tournage pour peu de temps d'images exploitables. Tu vois, j'ai déjà fait une fois, j'ai emmené un journaliste avec moi pendant 1 mois tous les soirs. On a réussi à sortir une consultation de là. Voilà. Parce qu'il voulait quelque chose de très spécifique. Hein. Il voulait une consultation qui commençait à domicile, qui terminait hospitalisée et que l'animal survive. Ah oui, d'accord. C'était un petit défi. Je lui ai déjà dit, t'auras pas ce qu'il te faut. Et on en a réussi à en avoir 2. Sauf que le temps que l'épisode sorte, il y a un des animaux qui est mort. Donc on n'a plus le droit de l'utiliser. Ah, la vache. Et ouais, donc on sait qu'il va y avoir beaucoup de ratés et tout ça. Et c'est pour ça, je pense que ça peut merder même niveau budget et tout ça. Mais c'est un objectif qu'on a et on ferait ça à la télé. Et j'essaye de mettre un peu en image aussi notre métier comme ça aujourd'hui aussi. Je fais des petites chroniques sur Insta, sur tout ça. C'est dur de prendre, quand tu es seul à domicile, de prendre des images toi-même parce que tu n'as jamais forcément le bon angle, les bons trucs, les gens qui acceptent que tu filmes. Mais je trouve que c'est important de mettre en image notre métier aujourd'hui et de montrer aux gens ce que c'est. Et d'essayer de les éduquer aussi parce qu'on a beaucoup de monde qui adopte encore des animaux qui sont vraiment pas au courant de comment ça marche un animal et qui font des conneries en permanence, qui s'inquiètent pas au bon moment. On l'a tous, l'image du veto. Putain, on m'appelle à 23h parce que le chat, il est malade depuis 5 jours. Puis ça agace le veto. C'est agaçant, mais après, je dis toujours, c'est que urgent quand ça devient urgent pour les gens. Hein. C'est pas urgent avant. Donc, ça, je le conçois aujourd'hui et ça, j'ai aucun problème à vivre avec. Mais je me dis j'essaie aussi, et j'aimerais essayer d'éduquer les propriétaires à c'est quoi une urgence, quand est-ce qu'il faut que je m'inquiète. Prendre les choses au bon moment avant que ça devienne une urgence vitale. Tu vois, je suis en train de bosser avec une boîte juste sur la prévention des problèmes dentaires. Je suis pas dentiste à la base, mais on va faire des vidéos pour dire des problèmes dentaires, ça se prévoit en fait. Donc on va essayer d'éduquer les gens à ça. Et il y a une vraie éducation à avoir pour les propriétaires d'animaux aujourd'hui. Donc j'essaie de bosser un peu là-dessus aussi. D'accord, peut-être futur projet du coup. Ouais, non, mais je fais des petites vidéos sur Insta, donc c'est des trucs que je commence à faire et qui me permettent aussi d'avoir une visibilité pour Veto Ad Homme, pour tout ça, parce que je parle de domicile, je parle de consultation, mais je trouve qu'il y a aussi un vrai intérêt à éduquer les propriétaires. Et quand on bosse en clinique tous les jours, quand on les voit 1 fois par an, on peut leur faire passer un certain nombre de messages. Mais tu peux pas faire passer 15 000 messages. Donc les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que tu peux leur faire passer des messages en dehors des consultations, des moments où tu les vois, et c'est peu exploité. Il y a peu de vétos qui sont lancés sur les réseaux, qui ont une audience. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir une toute petite, mais elle est quand même là. Et j'essaie de bosser dessus. Ok. Nouveau challenge. Ouais, c'est ça. On l'a dit beaucoup, mais... regarde ton parcours et tes expériences. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux plus jeunes d'entre nous qui écouteraient ce podcast? C'était un conseil ou... Plus jeunes vétérinaires qui sont déjà dans les études? Ouais, on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent et on a pas mal de jeunes vétos. Donc Lancez-vous. Lancez-vous dans ce que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup de jeunes qui hésitent aujourd'hui. Tu vois, j'ai beaucoup de jeunes au téléphone pour du recrutement qui me disent j'adorerais être véto à domicile, mais j'ai peur. J'ai peur de me lancer. J'ai besoin d'aller faire autre chose avant pour avoir les armes de le faire. Et lancez-vous tout simplement. N'ayez pas peur de vous lancer. Croyez en ce que vous voulez faire, en vos rêves, et lancez-vous directement dedans. Tu vois, j'ai encore des jeunes qui m'ont dit l'autre jour, ah ouais, mais moi j'aimerais être véto faune sauvage, mais il n'y a pas de place.
Et il s'arrête là, en se disant, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. Tu vois, il n'y a pas de limite à ce que tu veux faire. Moi, je voulais être veto-entrepreneur. Je pensais faire des vaches. J'ai terminé chez Veto Adom, qui est devenu Émergence avec des projets partout en Europe. Je pensais pas faire ça, mais c'est en se lançant qu'on crée les opportunités. Oui, ça, et peut-être que vous ferez pas ce que vous imaginiez faire, mais allez-y. Probablement pas, d'ailleurs. Probablement pas, d'ailleurs. Donc peut-être que tu voulais être veto faune sauvage, mais en te lançant en faune sauvage, tu vas terminer dans un labo et faire, je sais pas, de l'humanitaire, je sais pas où, enfin n'importe quoi. Tu peux terminer comme ça. Et tu vois, je discutais avec un veto chirurgien de Strasbourg qui va bosser en Asie avec Annie Cura. Aujourd'hui, il pensait pas faire ça un jour, mais c'est en se lançant dans ces trucs dans lesquels il croyait qu'il y est arrivé. Et vous arriverez jamais là où vous pensez aller, mais si vous lancez pas, vous y arriverez pas. Voilà, donc c'est ça le message. C'est allez-y, on a un métier qui est fabuleux, qui est magnifique, et j'ai plein d'exemples de vétos qui pensaient arrêter le métier, qui sont revenus et qui s'éclatent aujourd'hui. J'ai plein de vétos qui pensaient être vétos, qui s'éclatent dans autre chose, mais qui s'éclatent. Et c'est ça la force de notre métier, c'est qu'on a 1000 cordes dans notre arc, on a 1000 compétences qu'on ne pense pas avoir. Ça, c'est vrai. Et notre métier est fabuleux. Et il n'y a pas un métier de vétérinaire, il y en a 50 aujourd'hui. C'est ce que c'est la baseline de Veto Micro. C'est quoi? Il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Bah voilà, tu vois, et je savais pas. et notre métier est tellement riche, et il est tellement beau, et on en parlait tout à l'heure, on a ce problème de pression, on a ce problème de suicide aujourd'hui, voilà, c'est un fléau dans notre profession. Mais en fait, c'est souvent parce pour moi, il y a aussi peut-être de ça dedans, c'est que on s'enferme dans ce qu'on pense être notre métier. Et parfois, on a peur de se lancer, d'aller dans autre chose. Je dis pas que c'est la solution au problème. Le problème, il est beaucoup plus vaste que ça, mais c'est une des solutions au problème. C'est de se lancer dans autre chose, de pas avoir peur d'aller autre part. Je sais que c'est terrifiant quand on est veto et qu'on se voit dans sa pratique de tous les jours en se disant, bah ouais, je suis veto, j'arrive pas à en sortir, je suis un peu bloqué là-dedans. Mais il y a 1000 façons d'autres choses à faire et qui sont passionnantes. Et on peut être veto journaliste, on peut être veto à faire de l'humanitaire, on peut faire de l'associatif et gagner sa vie. Je le vois avec Vic, qui arrive à mener une asso aux Zambie aujourd'hui alors qu'elle est maman en France et tout ça. C'est des challenges de malade, mais ouais, il faut se lancer. Et même en tant que jeune, j'ai eu encore un veto au téléphone ce matin. Il sort de l'école il y a 1 an. Je lui ai proposé de s'associer avec moi sur un projet. Et je lui ai dit, une proposition comme ça, tu l'auras pas souvent. J'ai entendu parler de toi, je sais que tu kiffes les urgences, je te propose un projet d'association sur le truc. Il me dit, ah ouais, mais tu me bouscules complètement là, je m'attendais pas à ça. Et je dis, bah ouais, mais imagine les portes que ça peut t'ouvrir. Et donc, il y a des occasions à saisir, il y a des choses à faire, et ouais, il faut se lancer pour ça, il faut y aller. Est-ce que c'est le mot de la fin ou est-ce qu'on a oublié quelque chose? Moi, je peux rester ici et parler pendant 10 heures encore, je suis bien. Hein. Non, faut que tu retournes auprès de ta fille. Ouais, merde, j'arrive. Non, ouais, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est le mot de la fin. Comment est-ce que nos consoeurs et nos confrères qui voudraient te contacter peuvent te contacter? Les réseaux sociaux? 06 67 00 27 10. Alors, personne ne l'a fait encore ce coup-là. Ben voilà, vous avez son numéro. Vous avez mon numéro de portable. Appelez-moi. Qui est en mode avion, là, parce que je pense que tu vas le rallumer. Il va y avoir 12 000 appels en absence. Non, les réseaux sociaux, vous avez mon numéro de portable. J'adore échanger. Tu vois, j'ai fait beaucoup d'interviews, parce que j'ai vu qu'ils devaient faire ça dans certains cursus, interviewer des vétos avant le concours, tu sais, pour intégrer les écoles. D'accord. Je sais pas, j'ai eu ça. Et j'en ai fait 5 l'année dernière. Des jeunes qui sont au lycée, hein, qui devaient interviewer des vétos, je sais plus dans quel cadre c'était, si c'était pour le parcours post-bac ou des trucs comme ça, ou des écoles étrangères, ils avaient besoin de ça dans leur dossier. Ça m'éclate. Ça m'éclate. Il y en a une, elle m'a écrit l'autre jour, elle me dit, j'ai eu 19 grâce à toi. C'est trop bien. Et non, appelez, ouais, je suis toujours dispo, j'adore échanger. Eh ben, merci beaucoup, c'était un parcours très cool. On a navigué en rural, en urgence à domicile, entrepreneuriat, développement de projets d'entreprise, livres, médias, donc on a fait un joli tour. Et voilà, ça fait un parcours de plus consigné précieusement dans le catalogue de vie vétérinaire de Veto Micro. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.